le tout Paris échiquéen. Saint-Michel, premier métro auquel songea spontanément Stanislas, lorsqu'il sut qu'il irait visiter Paris pendant les vacances scolaires. Bien que polonais d'origine, il parlait un français admirable, grâce à la lecture assidue de grands auteurs tels que Victor Hugo ou Jules Verne. Sa tante, qu'il avait invitée contre toute attente, car il ne la connaissait pas, parente aussi lointaine que soudainement apparue dans sa vie, demeurait quai de la Loire. Dénomination bien étrange, selon lui, dans un premier temps, mais il s'aperçut bien vite, par la suite, en quadrillant pour ainsi dire le quartier, de l'avenue Jean Jaurès à celle de Flandre, que le pont de Crimée séparait le canal de la Villette en 4 quais différents. Seine, Oise, Marne, Loire. Cela lui parut original et leva l'aimable paradoxe géographique. Il aimait voyager en train. Se retrouver dans un compartiment lui rappelait immanquablement l'Idiot de Dostoïevski, qu'il avait fortement marqué, et dont il avait lu une traduction dans la langue de Molière. Parti de Varsovie, et ayant loisir relatif de ne pas trop regarder à la dépense, il ne chercha pas le plus court itinéraire pour se rendre en France, loin de là. Berlin, Hambourg, Amsterdam, Bruxelles, Paris. On n'est pas très sérieux quand on a 17 ans. En fait, il en avait 15, et allait fêter son 16e anniversaire sous quelques jours. Une coïncidence pure de calendrier. Vers minuit, il sortit et longea la paisible promenade du bassin. Il se dirigea instinctivement vers les lumières visibles au loin, celles de Jaurès, où il prit le métro pour se rendre à Saint-Michel. Il se guida facilement à l'aide des plans muraux coloriés. En refaisant surface à son arrivée par les marches montantes, il fut émerveillé par la vue de la Seine qui scintillait. Si belle la nuit dans son décor architectural. Son intuition lui fut refusée de s'éloigner par le pont qui mène à l'île de la Cité, mais au contraire alla vers la fontaine. Bien que sèche en ce moment, des groupes assis s'étaient formés sur la place murmurante. Il tourna son regard vers la droite et vit les grilles noires de la pénombre qu'encadraient les magasins Giberjeune. Tantôt le choix de la clarté, tantôt celui du gris. Il savait à peu près où il allait. Il descendit les quelques degrés qui mènent à la rue de l'Hirondelle. Le petit lampion perché contre le mur de gauche et discrètement allumé au presque bout de la ruelle lui indiqua l'entrée du caveau de la Bolée. Cet illustre lupanar échiquéen, au fort du quartier latin, était, dans les années 80, l'incontournable rendez-vous des échéphiles nocturnisés. Si certains administratifs pointilleux sont parfois frappés de téléphonite ou de réunionite viscérale, beaucoup de pousseurs de bouts de bois parisiens souffraient, quant à eux, à cette époque mémorable, d'une fièvre assez contagieuse, la boléite. Cela explique d'une part pourquoi Stanislas connaissait, quoiqu'étranger par ouï dire, ce repère, et d'autre part, pourquoi il passa inaperçu, quoiqu'encore adolescent, dans ce cabaret enfumé. Les rares mineurs qui arrivaient à s'y aventurer étaient en effet toujours dûment accompagnés. L'exception invisible d'une nuit confirma la règle. Le personnel essuyait, impavide, une énième interprétation du final de la cathédrale de Barrios, quand le Polonais entra, à l'indifférence générale. Il opta logiquement, sans trop s'enfoncer, pour la petite table ronde, libre et isolée, à droite des escaliers en bois qui mènent aux toilettes haut perchées, à exigu mirador, appréciant ses arpèges qu'il ne connaissait pas. Le très occupé Gaston prit rapidement commande, peu après, d'un jus de pomme et d'une salade mexicaine,
sans se poser de questions. Le maintien aristocratique du garçon, la difficulté d'en prédire l'âge avec un minimum de certitude, son absence d'accent et la sérénité de son élocution l'ayant dissuadé de toute interrogation. Renée, la tenancière de la taverne, chantait en chœur, sur scène, au sous-sol, avec sa troupe, les rengaines grivoises. La trivialité des paroles, parfaitement audible de tous les clients du rez-de-chaussée, contrastait avec la beauté de sa voix exacte et vibrée. C'est dans ce contexte que Stanislas prit contact avec la vie parisienne, en immersion totale, sur la base de l'indication d'un sien camarade, la Bollée. Sans écouter vraiment, il pouvait malgré tout percevoir des bribes éparses de conversation, dans le calme tumulte d'une soirée à succès on ne peut plus ordinaire. Les joueurs d'échecs sévissaient bruyamment dans l'arrière-salle, au fond du couloir. Un jeune musicien s'était installé au piano droit, collé à même la pierre jaunie et granuleuse. Quel est le proverbe du jour? Ces notes me disent quelque chose. Yougoslave, ah Yougoslave. Jusque-là ça va. Qui va là va par là. Cela dit, ce n'est pas de Ludwig van? Voilà des petits pois délicieusement fantastiques. Quel âge avait Rimbaud? La réciproque est fausse. Outrage à magistrat. Stat rossa pristina nomine. Une fugue de Johann Sebastian. Et hier, je vois qu'on a lu la peau de chagrin. Ah oui, du clavier bien trempé. Demain, le blitz de Caïssa. Nomina nuda tenemus. Trabarossi sambano. Madame Chaudet craint l'eau froide. L'angle droit bout à 90 degrés. C'est vrai qu'on est vendredi. Gaston triompha à une table pour avoir déclamé le mot allemand le plus long dans une diction parfaite et sans faille. Stanislas sortit ravi de cette ambiance électrique. Il prit un taxi aux alentours de 3 heures du matin et fit faire au conducteur un détour pour voir la tour Eiffel illuminée. Il ne dérangea pas sa tante, car elle lui avait donné les clés d'un petit studio qu'elle possédait à 2 pas sur le même quai. Le lendemain, le bottin lui indiqua l'adresse de sa nouvelle destination, que lui avait suggérée sa soirée à la Bollée. Il descendit nonchalamment, en début d'après-midi, la rue Pigalle, sans trop comprendre certains accoutrements ostentatoires. En grand ignorant de la vie, il pensait que c'était un jour de carnaval. Il se fit confirmer son chemin. La femme légère resta bouche bée à l'énoncé du mot « Madame » en complément de son « merci » sincère et juvénile. En entrant dans l'immeuble en pierre de taille, il aperçut un vieillard qui attendait l'ascenseur. La perspective de se retrouver coincé avec lui dans le minuscule élévateur grillagé lui fit choisir les immenses escaliers. « Courageux mais pas patient !» lui dit le vieil homme en brandissant quelque peu sa canne. Stanislas encaissa la remarque sans se retourner. Passablement essoufflé aux abords du 6e et dernier étage, il vit l'octogénaire, secrètement enchanté d'avoir gagné la course, sortir de la cabine et être accueilli par la présidente du cercle Caïssa, qui saluait en ce moment un sortant sur le seuil. « Bonjour, cher maître. »« Bof, 1,75 m. » Madame Chaudet de Silence aperçut alors Stanislas, qui gravissait péniblement les ultimes marches du bâtiment. Elle comprit immédiatement le film et fit en sorte de ralentir l'entrée du joueur âgé, en égayant la conversation de menu potin, obtenant ainsi de lapidaires réponses du genre « À qui dites-vous? Par les temps qui courent? Oh que oui !» Elle put ainsi rassurer dans la foulée l'adolescent pantelant et lui dire tout sourire « C'est là que ça se passe, cher jeune homme.
tout en fermant la porte derrière lui. Elle avait logiquement craint que sa nouvelle recrue n'hésitât à entrer devant une porte close, et ne renonça finalement à son initiative. Elle le laissa découvrir les salons du grand club d'échecs et continua la causerie entamée avec le doyen. « Notre tournoi de blitz hebdomadaire va commencer dans une demi-heure environ. Serez-vous des nôtres, cher inconnu ?» demanda-t-elle peu après au novice, dont elle supposa d'emblée une maîtrise suffisante. « Avec plaisir, chère madame, » répondit-il sobrement d'une voix affable. Le diapason était donné, son regard franc et serein lui plut. Comme chacun sait, la timidité est la politesse des enfants. L'organisatrice de l'événement ludique n'accabla pas le Benjamin d'une demande d'identité. Son open de partie éclair, qui était le rendez-vous des passionnés depuis de nombreuses années, était on ne peut plus rodé. Chacun prenait place où il voulait, dans la grande salle réservée à l'épreuve. Après s'être acquitté d'un droit symbolique d'inscription de quelques francs, dont la somme reviendrait au vainqueur, la grande dame des échecs, dont on se souvient qu'elle faillit être championne du monde féminin, était attablée au centre et notait les résultats proclamés par les vainqueurs eux-mêmes. Tous les participants se décalaient simultanément d'un échiquier à l'annonce de la ronde suivante, chacun se trouvant de ce fait face à son prochain compétiteur. Stanislas, bien que trébuchant quelquefois dans des variantes compliquées, et devant concéder 2 ou 3 nuls contre d'intraitables adversaires, fut, de façon spectaculaire et inattendue, très régulier sur tout le reste du championnat, ce qui fait qu'il fut celui qui eut à dire le plus souvent, à haute et intelligible voix, cette parole, désormais gravée dans le marbre: « Un point, madame Chaudet !» Vérification faite, comme ce fut toujours le cas après coup, il remporta le tournoi avec 1,5 point d'avance sur ses opposants immédiats. C'était incontestable. Madame Chaudet de Silence eut donc la joie de remettre à ce cadet si bien élevé l'enveloppe contenant les pièces et les billets pariés, dans un tonnerre d'applaudissements. Il se laissa modestement ovationner, tel un artiste qui sait donner la parole à son public enthousiaste. Il sembla esquisser un début de geste pour dire quelque chose. Mais l'euphorique assistant eut bien du mal à faire silence dans ce déferlement hilar de bravo et de aïe, jolet, donné sur différentes tonalités qui se faisaient écho parmi les rires. Je remets ce pécule en jeu pour le tournoi de samedi prochain et invite à cette occasion le tout Paris échiquéen, déclara-t-il dès qu'il put parler, s'étonnant lui-même de la presque rime de sa phrase. On devine aisément la joie de la présidente de Caïssa, récupérant théâtralement, avec toute la lenteur requise, cette sainte bourse, pendant qu'on essayait d'imaginer la folle semaine de commentaires qui allait s'ensuivre tous azimuts dans Paris, avec bien entendu une question clé. Mais qui est-ce ? On ne sut jamais qui c'était, car il ne se présenta pas à Caïssa le samedi suivant, bien qu'on l'attendît, entre espoir et désolation, plus d'1 heure pour démarrer la compétition. Stanislas ne passait en réalité que quelques jours à Paris. Le vendredi suivant, non sans avoir visité pendant son court séjour dans la capitale les Halles centrales, Montparnasse, le Sacré-Cœur, Notre-Dame et les Champs-Élysées, il prit le train gare du Nord pour Köln. Le lecteur aura compris qu'il s'en retournait à Varsovie. Paris, avril 2017.